effectivement, je vais, dans la continuité des interventions précédentes, poursuivre le cheminement d'un projet de rénovation énergétique. Le cadre a été posé au début. Jessica ensuite a parlé du DTG, donc de l'étape de diagnostic. Où en est notre copropriété? Est-ce que c'est le bon moment pour faire des travaux? Alors, on va commencer par vous faire participer avec une question euh, en s'interrogeant sur le bon moment pour faire un programme de rénovation, rénovation s'entendant comme une rénovation globale. Euh, je te laisse le faire, Xavier. Voilà, là, je vous pose la question. Alors, il y a une question, c'est le meilleur moment pour lancer une rénovation énergétique et quand je veux, lorsqu'un ravalement de façade se profile, quand la chaudière tombe en panne. Maintenant, j'espère que vous n'allez pas voir les chaudières qui vont tomber en panne en ce moment. Allez, on vous laisse voter, on vous laisse 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, vous êtes encore en train de voter. Je mets fin au vote et je vous partage les résultats. Raphaël. Alors évidemment, il n'y a pas de réponse absolue, mais il y a une tendance importante. Oui, on peut dire maintenant parce que c'est urgent. Oui, on peut dire quand je veux parce que chacun fait bien ses travaux quand il veut. Tout ça, c'est évident. Mais l'étape qui s'avère en général la meilleure du point de vue technique et financier, c'est celle du ravalement. Parce que quand on fait une rénovation énergétique globale, il y a presque toujours une isolation par l'extérieur. Et quand il y a une isolation par l'extérieur, ça veut dire qu'on va faire un ravalement. Si vous venez de faire le ravalement, ou si on n'a absolument aucun besoin, là, le projet va être moins rentable. Donc, le plus possible, on encourage à embarquer des rénovations énergétiques globales au moment des ravalements. Donc, les réponses sont toutes un peu bonnes, mais c'est assez clairement le ravalement qui est le déclencheur dans la plupart des cas. Je vais poursuivre en indiquant que nous sommes une société un petit peu originale parce que nous ne faisons que de la rénovation énergétique en copropriété en Île-de-France, que nous appartenons à la région Île-de-France, à la ville de Paris, à la Caisse des dépôts et à quelques autres organisations, mais que notre métier, c'est de vraiment fournir toute la solution globale intégrée en un pour les copropriétés de taille un petit peu importante, les plus de 50 logements. Et nous avons dans notre équipe des architectes, des ingénieurs thermiciens, des ingénieurs financiers, des spécialistes de la communication et de la copropriété en général. La première chose que je voulais souligner, c'est la motivation des copropriétaires qui viennent nous voir. Ceux qui font des travaux et pas seulement des études, mais qui vont au bout, qui font des travaux. Les motivations sont assez multiples. Tant mieux, parce qu'en copropriété, il y a beaucoup de monde et souvent, les différents copropriétaires ont des motivations qui peuvent différer les uns des autres. Je dirais que les premières, ça va être entretien de la copropriété et requalification architecturale. C'est ce que j'ai indiqué. On a besoin de ravalement parce que soit l'immeuble commence à devenir un peu vieillissant, un peu moche, et qu'on veut lui donner une nouvelle apparence, ou la même apparence, mais remise à neuf, ou plus largement parce qu'il commence à y avoir des petites pathologies en façade, ce qu'on appelle des poussées de fer, des coulures, des épaufrures, toutes sortes de défauts que les façades finissent par avoir après un certain temps, après 20, 30 ans. Évidemment, les économies d'énergie sont une motivation importante aussi. Et puis, c'est du confort. On a un peu froid l'été, pardon, on a un peu froid l'hiver, on a trop chaud l'été. Parfois, dans la même copropriété, certains ont trop chaud et d'autres ont trop froid parce qu'une copropriété qui est très déperditive, une passoire énergétique, c'est dur à chauffer. Alors, on doit parfois surchauffer certains logements pour pouvoir chauffer à peu près correctement d'autres. Donc, ça conduit à des gaspillages, à des inconforts. Une motivation qui est en fort développement actuellement, qui est la mise en conformité avec les normes réglementaires. Vous le savez peut-être, il est aujourd'hui obligatoire d'isoler lors d'un ravalement, sauf si on peut démontrer que ça n'a pas de sens du point de vue technique ou préservation du patrimoine. Mais par défaut, on doit isoler lors du ravalement. Contrairement à ce que j'entends parfois, il y a des pénalités. Alors, je ne sais pas si elles sont souvent appliquées, mais il y a 45 000 euros d'amende si on ne respecte pas cette obligation. Mais d'autres obligations sont en train d'arriver. Je pense que beaucoup ont entendu parler de l'obligation ou de l'interdiction de mettre en location un logement dans les classes E, F, G, donc G dès 2024, F en 2028 et E en 2034, donc à plus long terme. Mais puisque très souvent, c'est le ravalement le déclencheur, les ravalements, il y en a en moyenne tous les 25 ans, pour être conforme en 2034, c'est au prochain ravalement qu'il faut le faire. On va pas rater cette opportunité. Donc, cette mise en conformité, elle est importante et elle a un impact sur la valeur. Cet impact sur la valeur du bien de l'étiquette énergie, du DPE,
diagnostic de performance énergétique, on le mesure assez bien. Les notaires font régulièrement une étude pour voir quel est l'impact de l'étiquette énergie, toutes choses égales par ailleurs, sur un logement. Donc, ils regardent quelle est la valeur d'un bien et, euh, et quel est l'impact de la valeur de ce bien sans tenir compte, en neutralisant l'aspect géographique, où se trouve le bien, ou son état. Et ce qu'ils constatent, c'est que toutes choses égales par ailleurs, par exemple en grande couronne francilienne, eh bien, on a 15% d'écart de valeur entre les meilleures et les moins bonnes classes énergétiques. Donc, l'investissement qui est fait dans la rénovation énergétique, ce n'est pas un investissement à la perte, ce n'est pas une dépense, c'est vraiment un investissement qui va se retrouver dans la valeur du bien. Et ça, c'est des données qui datent d'avant la loi qui va interdire la mise en location des logements dans les classes EFG. Donc, cette interdiction va probablement avoir un impact assez fort, renforcer cette valeur verte sur les classes EFG et potentiellement sur les autres. L'un des buts de ces mesures, c'est de renforcer la valeur verte. Donc voilà des motivations qui sont multiples à faire des rénovations énergétiques, mais des freins aussi. Des freins parce que prendre des décisions collectivement en copropriété, c'est complexe et souvent, on va vers les projets les plus simples qui ne sont pas forcément ceux dont la copropriété a besoin, mais pour éviter des conflits, des débats, des désaccords, on prend les projets les plus simples. Des difficultés à réunir les financements, des solutions de financement, des difficultés à coordonner les intervenants, c'est-à-dire le fait qu'on ait souvent besoin de beaucoup de monde pour mettre en œuvre ces rénovations énergétiques, des déficits de confiance envers les intervenants, et tout ça, ça fait qu'on a tendance en copropriété à souvent choisir des programmes de travaux qui ne sont pas forcément les meilleurs techniquement ou financièrement, mais on les retient parce qu'ils sont en apparence plus simples. Et pour essayer de répondre à toutes ces problématiques, nous avons créé une offre qui soit tout intégrée. Donc, il y a dans ce qu'on propose un interlocuteur principal pour la copropriété. La copropriété, c'est son syndicat, c'est son conseil syndical, c'est son gestionnaire de copropriété. Donc, tous ces représentants de la copropriété vont avoir avec nous un interlocuteur principal, un chef ou une chef de projet, qui va coordonner les trois ingénieries nécessaires. Les trois ingénieries nécessaires, c'est l'architecte ou le maître d'œuvre, hein, mais en tout cas celui qui va faire apporter les solutions architecturales, l'ingénieur thermique fluide qui va apporter les solutions techniques thermiques et fluides, et l'ingénieur financier, social et financier, qui va apporter les solutions sociales et financières. Je vais détailler un petit peu ce que font chacun de ceux-là, mais c'est important pour nous que la copropriété puisse bénéficier de ces trois ingénieries, mais avoir un acteur qui leur simplifie la tâche et la relation avec ces différentes ingénieries. Je vais définir ces termes de maître d'œuvre et d'AMO parce que vous allez souvent les entendre. En gros, maître d'œuvre, que vous verrez parfois sous le terme MOE, c'est l'architecte et l'ingénieur, c'est ceux qui vous apportent les solutions techniques. Et l'AMO, j'en parlerai après, l'assistant à maître d'ouvrage, c'est ceux qui vous apportent les autres solutions. Donc, le maître d'œuvre, l'architecte et l'ingénieur thermique, vont vous apporter toutes les solutions nécessaires sur le côté architectural et vont dessiner les plans. Ils vont faire, normalement, s'ils vont jusqu'au bout, un dessin en 3D et des carnets de détails pour pouvoir consulter les entreprises. Ils vont se mettre d'accord avec vous sur toutes les solutions techniques pour l'isolation par l'extérieur, pour changer les fenêtres, pour les occultations, pour les garde-corps et pour toutes les difficultés techniques qui vont apparaître au fur et à mesure de la conception. Donc, définir les solutions techniques, dessiner le bâtiment et ensuite élaborer un dossier de consultation des entreprises avec pour but d'obtenir ce qu'on appellerait le meilleur rapport qualité-prix. On dit souvent le mieux disant, c'est-à-dire d'avoir des offres d'entreprises de bon niveau, qui ne font pas des projets qui sont mal pensés, qui risquent d'être mal exécutés, et le moins cher parmi ces entreprises qui travaillent à bon niveau, qui devraient apporter une solution satisfaisante. Et ça, c'est vraiment important. Si on consulte mal les entreprises, ça va très mal se passer en phase de chantier, en phase d'exécution. Pour la maîtrise d'œuvre thermique, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il va s'agir de définir les solutions techniques sur la partie chauffage et ventilation. Et pour pouvoir faire ça, il va aussi y avoir un travail de simulation thermique. Donc, on va dessiner votre bâtiment, on va estimer combien d'énergie il consomme et combien d'énergie il consommerait après les travaux de rénovation énergétique. Cette simulation, elle est importante à la fois parce que ça va vous aider à voir combien d'énergie vous économiserez, mais aussi parce qu'elle est obligatoire pour bénéficier des aides. Vous l'avez compris, et je vais y venir un peu plus en détail, les aides, pour la plupart, aujourd'hui, exigent au moins 35% d'économie d'énergie. Donc, cette simulation thermique est obligatoire si vous avez effectivement 35% d'économie d'énergie. Et puis ensuite, ce maître d'œuvre sur la partie thermique, l'ingénieur, va faire le dossier de consultation des entreprises,
consulter les entreprises, analyser les offres pour vous aider à retenir sur la partie chauffage et ventilation les meilleures offres, le mieux disant. Ça, c'est ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre. Donc, les deux que l'on voit ici, architecte et ingénieur thermique fluide. Sachant que chez nous, on peut faire tout en un pour vous simplifier. Ensuite, on va parler du côté financier. Le côté financier en copropriété, ça va être un coût global d'une rénovation énergétique sur lesquels vont venir s'ajouter, ou plutôt se déduire, des aides qu'on dit collectives. Collectives, ça veut dire qu'elles bénéficient au syndicat de copropriétaires. Et si elles bénéficient au syndicat de copropriétaires, ça veut dire qu'elles bénéficient à tous. Que vous soyez copropriétaire, occupant ou bailleur qui met son bien en location, ou même sur du tertiaire, un petit commerce en pied d'immeuble ou une activité libérale dans l'immeuble, l'aide va au syndicat de copropriétaires et donc est indépendante de l'usage des lots et indépendante du niveau de revenu. C'est pour tout le monde. Ça concerne principalement une aide qui s'appelle MaPrimeRénov' copropriété et une aide qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie, en particulier dans leur version coup de pouce, c'est-à-dire des certificats d'économie d'énergie plus élevés. Je vais dire un petit mot de ces deux aides-là parce qu'elles sont de montant important. Il s'ajoute aussi des aides de collectivités territoriales. Ça, je ne vais pas en dire davantage parce que ça dépend où vous vous trouvez. Mais il existe parfois des aides en plus. Par exemple, sur la métropole du Grand Paris, il y a des aides pour le syndicat de copropriétaires sur les audits, DTG, sur la maîtrise d'œuvre de conception, donc des aides aux études. Ensuite, il peut s'ajouter des aides individuelles qui ne vont pas bénéficier à la copropriété, mais bénéficient à certains copropriétaires sous certaines conditions. Par exemple, MaPrimeRénov' copropriété est un petit peu bonifiée, un petit peu supérieure pour les ménages sous condition de revenus, les ménages à revenus dits modestes ou très modestes. Par exemple, il existe des aides fiscales de montant assez important pour les propriétaires bailleurs. Donc, ça, ce sont les aides spécifiques en fonction du statut des différents propriétaires. Et puis, il va y avoir enfin un reste à charge. Donc, il restera à payer une partie. Ça peut être le fonds travaux. Alors, le fonds travaux, pour être franc, il est généralement d'un montant pas très élevé par rapport aux travaux et on va souvent recommander d'utiliser plutôt le fonds travaux pour les phases d'études, un audit ou pour la phase de maîtrise d'œuvre de conception. Ça peut être ce reste à charge financé par l'épargne des copropriétaires, s'ils en ont, tant mieux. Ils peuvent aussi faire des prêts individuels, tant mieux. Mais ce que je détaillerai après, ce sont les prêts collectifs. Donc maintenant, je vais détailler trois choses, MaPrimeRénov' copropriété, les certificats d'économie d'énergie et les prêts collectifs. Pour ça, on fait ce qu'on appelle de l'ingénierie financière. On parle parfois maintenant d'AMO, d'accompagnement à maître d'ouvrage. Donc, c'est ceux qui vont faire l'ingénierie financière, un petit peu d'accompagnement social et technique aussi. Donc, l'ingénierie financière, ça va consister à aller chercher les subventions. Ça va consister à vous faire des simulations. On parle de plans de financement à l'échelle de la copropriété, mais aussi à l'échelle de chacun des copropriétaires. Je vous donnerai un exemple de plan de financement à la fin pour vous montrer comme ça peut être éclairant pour choisir votre projet de rénovation énergétique. Et puis, ça peut aussi être de vous apporter les solutions, vous monter les dossiers de subvention, vous faire des avances d'aide, parce que les aides, c'est très bien, hein, ça aide beaucoup les projets, mais souvent, elles arrivent après les travaux. Donc, c'est important d'avoir des solutions pour bénéficier de l'aide avant du moment où on a besoin de les payer. Ça peut être vous apporter les contrats d'aide et vous apporter même les contrats de prêt. Donc, je vais revenir sur les principales de ces aides. La première, MaPrimeRénov' copropriété, elle a, je pense que vous l'avez compris, une exigence de rénovation globale, c'est-à-dire qu'il faut que votre projet permette d'obtenir au moins 35% d'économie d'énergie. C'est pas 35% mesuré, c'est 35% dans une simulation énergétique qui est faite par votre ingénieur thermique. Et lui, il va vous dire, en théorie, votre bâtiment consomme tant aujourd'hui, et selon tel ou tel programme de travaux, il consommerait tant. Donc, sur tel programme de travaux, vous avez les 35%. Sachant 35%, ça se fait facilement, c'est peut-être exagéré, mais sur un programme global, on arrive souvent à aller très au-delà. Sur la moyenne de nos rénovations, on est à presque 50%. Alors, ça peut dépendre des projets et des caractéristiques du bâtiment. Hein. C'est parfois difficile à obtenir, mais sur la majorité des bâtiments, on les obtient assez facilement. Autre exigence, au moins 25, le montant est de 25% du montant des travaux hors taxes avec un plafond qui est de 3 750 € fois le nombre de logements. Donc, à l'échelle de la copropriété, le plafond va être, s'il y a 100 logements, le plafond sera de 375 000 €. Ça ne veut pas dire qu'aucun logement ne peut avoir plus de 3 750. Hein. Les grands logements auront plus, les petits auront moins. Ça, c'est le plafond de l'aide à l'échelle de la copropriété. Et puis, il va se rajouter des aides, des bonifications.
Si les logements sont des passoires énergétiques dans les classes F et G, plus 500 euros par logement. Si le projet vise les meilleures classes, A ou B, plus 500 euros. Si la copropriété a des difficultés financières et qu'elle est dite fragile, c'est-à-dire qu'elle a un taux d'impayé important, il y a plus 3 000 euros par logement. Alors attention, le plus 3 000 euros paraît extrêmement important, mais les certificats d'économie d'énergie ne sont plus disponibles dans ce cas. Donc vous verrez que cette aide son intérêt peut être fortement diminué. Et puis enfin, pour les copropriétaires à revenus modestes ou très modestes, il y a un bonus, une bonification de cette aide qui est de 750 euros ou 1 500 euros selon le niveau de revenu. Donc voilà les grandes lignes de l'aide MaPrimeRénov'. Autre précision, il faut obligatoirement vous faire aider, vous faire accompagner par un AMO, donc un assistant à maître d'ouvrage, qui va vous aider sur l'ingénierie financière ou sociale ou technique. Et cet AMO peut être pris tout seul ou au sein d'une mission globale, donc maître d'œuvre et AMO tout en un. Les deux pouvant avoir un intérêt selon ce que vous préférez, avoir un seul prestataire ou deux prestataires. Et cette prestation d'AMO est subventionnée elle aussi. Les certificats d'économie d'énergie, eux, c'est une autre aide aux syndicats de copropriétaires, donc qui bénéficie à tous. Elle peut être versée directement par nous, mais elle peut être versée aussi par des fournisseurs d'énergie, par d'autres types d'acteurs. Nous, on la verse seulement sur les projets qu'on accompagne. Cette aide n'exige pas d'avoir au moins 35% d'économie d'énergie. Dès que vous isolez 1 mètre carré de façade, vous avez droit à des certificats d'économie d'énergie. Mais il y a une version qui s'appelle coup de pouce, c'est-à-dire des primes qui sont plus élevées, qui sont bonifiées, à condition qu'il y ait au moins 35% d'économie d'énergie. Donc, cette aide peut être plus importante s'il y a 35% d'économie d'énergie. Vous voyez la cohérence avec MaPrimeRénov' copropriété et la forte incitation à aller sur des projets de rénovation globale. Et enfin, une fois que ces aides sont obtenues, vous pouvez aller chercher des prêts. Donc, les prêts, le grand intérêt, c'est d'avoir des prêts collectifs, c'est-à-dire des prêts qui bénéficient à toute la copropriété. Un prêt collectif, il est voté en assemblée générale, en général à l'assemblée générale de vote de travaux, et chaque copropriétaire va décider ou non de participer à cet emprunt collectif. Il va décider de participer ou non, et donc il va dire, moi je souhaite emprunter 0 euros, ça ne me concerne pas, je souhaite emprunter toute ma quote-part ou je souhaite emprunter une partie de ma quote-part. Il n'y a pas de solidarité entre emprunteurs, c'est-à-dire que si un copropriétaire ne peut pas est défaillant sur le prêt, ce ne sont pas les voisins, les autres copropriétaires qui sont responsables de la dette, il y a une assurance, qu'on appelle une caution solidaire. Et ça permet de rendre le prêt très accessible à tous. Il y a en général, en tout cas chez nous, 0 condition d'âge, 0 condition d'état de santé et même jusqu'à 21 000 euros, pas d'analyse de la capacité de remboursement, simplement quelques vérifications, c'est-à-dire les personnes ne doivent pas être interdites bancaires et elles doivent payer correctement leurs charges courantes de copropriété. Il y a aussi une étude une vérification assez poussée du taux d'impayé de la copropriété. Une copropriété qui a un taux d'impayé élevé, au-delà de 15% en général, aura beaucoup de mal à accéder à un prêt collectif. Et ça permet d'accéder même au prêt collectif à taux zéro, c'est-à-dire que c'est l'État qui paye les intérêts pour la copropriété. Donc, c'est quelque chose de très attractif, à la fois par les conditions financières et les conditions d'accès au prêt. Et maintenant, je vais donner un exemple de plan de financement qui montre le grand intérêt de faire une analyse globale et de faire souvent des rénovations globales au moment où on a besoin d'un ravalement. Ça, c'est des données qui sont tirées d'une copropriété. Je les ai un petit peu simplifiées pour la présentation. Mais voilà ce que ça donnait sur une copropriété. Je crois que c'était une copropriété d'un peu plus de 100 logements dans l'Est parisien qui avait besoin de faire un ravalement. Donc, elle nous a contactés pour un audit. Elle doit voter sa mission de conception la semaine prochaine. Et sur cette mission d'audit, eh bien, on a fait 3 scénarios. Je vous en ai donné 2 pour simplifier un petit peu. Dans le premier, ils ne font que les travaux de mise en conformité réglementaire et d'entretien du bâtiment. Besoin d'un ravalement, mise en sécurité incendie et étanchéité des balcons. Et voilà ce que ça donne pour un logement moyen. Pour traiter ces points, sur le scénario 1, c'est-à-dire celui qui ne fait pas d'économie d'énergie, mais qui vise seulement à maintenir le bâtiment, pour un logement moyen, il y avait 8 000 euros de quote-part. Et le scénario 2, qui faisait le même programme de travaux, mais en plus isolait toutes les façades, isolait les toitures terrasses et les planchers bas et les réseaux de chauffage,
améliorait la ventilation et remplaçait les menuiseries d'origine, à la fois les menuiseries collectives et les menuiseries d'origine, donc pour les copropriétaires qui ne avaient pas changé. Et ça permettait, dans ce deuxième scénario de rénovation globale, de faire un peu plus qu'une division par deux de la consommation d'énergie. Mais ça faisait un peu plus que doubler la quote-part. Et je pense que si on s'était arrêté à ce niveau de présentation, les gens nous auraient dit, bon, la rénovation globale, vous êtes bien sympa, mais 10 000 euros par mois, 10 000 euros pardon, de quote-part en plus, je ne suis pas capable de le faire. 18 000 euros, c'est trop. Mais si on va un petit peu plus loin et qu'on leur dit, certes, c'est 10 000 euros de plus, c'est 18 000 euros, donc une somme très importante, mais par contre, il y a une aide de 3 800 euros. Et pour les ménages à revenus dits modestes ou très modestes, il s'ajoute même 1 500 euros de plus. Donc, ça fait une aide de 5 300 euros. Si on transforme ça en un prêt, ben on voit que sur le premier scénario, où il n'y a pas d'économie d'énergie, on a un remboursement mensuel de 52 euros. Sur le deuxième scénario de rénovation globale, on est à 80 euros de remboursement par mois et 73 pour les ménages à revenus modestes. Donc là, l'écart devient beaucoup moins important et surtout, ça paraît moins irréaliste. Mais si on rajoute les économies d'énergie, alors on s'aperçoit que l'effort mensuel est à peu près le même pour les ménages, pour tous les ménages, et il est même légèrement plus faible pour un ménage à revenus très modestes. Donc, on s'aperçoit que si on prend la peine de regarder les subventions, de comparer les scénarios d'entretien et les scénarios de rénovation énergétique et qu'on met en place un prêt, alors on s'aperçoit que la rénovation énergétique a souvent un grand intérêt. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ça dépend où vous en êtes. Dans tous les cas, vous pouvez contacter votre conseiller. Alors, j'ai dit faire, ça va être France Rénov, mais si vous êtes à Paris, l'Agence parisienne du climat ou son équivalent dans d'autres territoires. Si vous pensez que vous auriez peut-être besoin de travaux, mais que vous ne savez pas où vous en êtes, bah, faites un audit, un DTG. Si vous savez déjà que vous avez besoin de travaux, vos propriétés en a globalement conscience, mais que vous avez besoin de les concevoir, ces travaux, même si vous ne savez pas exactement quel programme de travaux, vous pouvez gagner 1 an et partir directement dans l'étape de conception, la maîtrise d'œuvre de conception du programme de travaux. Et puis, si vous avez déjà commencé la conception, mais que vous n'avez pas encore suffisamment étudié les aides, vous pouvez aller chercher simplement une AMO, donc une assistance sur le côté financier, social et technique. Et dans tous les cas, surtout copropriété de plus de 50 logements, vous pouvez nous contacter également. Voici, nous, à ce jour, nous avons accompagné, travaillé pour 90 copropriétés, ce qui fait presque 15 000 logements, et un peu plus de 3 000 ont déjà voté les travaux. Et je vais m'arrêter là. Voilà, merci Raphaël pour cette présentation bien claire et effectivement, c'est toujours parlant de donner un chiffre où on voit qu'on a intérêt à aller sur la rénovation énergétique au-delà des obligations qu'on a. Et puis, effectivement, quand on est en G ou H, FGH, on va vite avoir des problèmes maintenant pour louer son logement dans quelques temps. Il y a des questions, je vois d'ailleurs, Raphaël, ça y est, commence à répondre. On va y répondre oralement, Raphaël. Je te vois de Léon. Est-ce que le choix du type de chauffage permet passer d'un chauffage gaz à la géothermie, permet de dépasser les 35% d'économie d'énergie, hein, j'imagine, et bénéficier des subventions supplémentaires au C2E. Donc, est-ce que je peux cumuler? Finalement, il y a deux plusieurs questions là. sous-questions. Alors, d'abord, le fait de, je peux pas vous faire une étude thermique au doigt mouillé comme ça. Pour faire une étude thermique et calculer les 35%, ça demande pas mal de travail de dessiner votre bâtiment et d'estimer pour tel programme de travaux combien de pourcents d'économie d'énergie. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le changement du chauffage, en particulier passer du gaz à la géothermie, contribue fortement à améliorer l'efficacité énergétique de votre logement, donc contribue à atteindre les 35%, mais il est rare que ça permette de les atteindre seul. Le but de ces 35%, c'est de pousser à des rénovations globales. Alors, on n'arrive pas forcément à tout faire, c'est-à-dire isoler toutes les façades, le toit, le sol, toutes les fenêtres, changer le chauffage, mais de faire autant que possible du global. Donc, en général, de l'isolation, du changement de chauffage. Donc, on regarde combien de postes de travaux on peut réaliser, on doit réaliser. Mais le changement de chauffage seul suffit rarement. Et donc oui, donc là, tu as répondu à la question. La deuxième question de Léon aussi, c'est quoi l'objectif de ces deux œufs? Pourquoi le faire avant? Effectivement, il faut faire moi, ce que je vois derrière cette question, c'est il faut faire avant les travaux. Il faut demander les C2E avant les travaux. Oui. Règle absolue. En gros, celui qui va vous fournir une aide C2E doit prouver au gouvernement qu'il vous a incité, qu'il a contribué avec les C2E qu'il vous verse à vous faire prendre la décision de travaux. Donc, si vous signez vos travaux et qu'après vous allez chercher les C2E,
Plus Ça marche personne, plus. il n'aura plus le droit de valoriser ces C2E. Donc, pensez absolument à demander un contrat de C2E avant de signer tout marché de travaux. C'est la même chose pour ma prime rénov d'ailleurs. Aucune aide en général n'est accessible après que vous ayez signé les marchés de travaux. Vous devez demander vos aides avant de signer les marchés de travaux. Ouais. Une dernière question, elle est de Sabia qui dit l'aide de la MGP, donc c'est Métropole du Grand Paris, pour la réalisation d'un DTG est-elle cumulable avec les autres aides de collectivité? Alors, il n'y a pas plusieurs aides pour faire le DTG. Par exemple, la ville de Paris en a une et la métropole du Grand Paris en a une. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Ouais, Mais par contre, elle est cumulable avec les autres aides. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une aide de 5 000 euros sur votre étape DTG si vous êtes sur la métropole du Grand Paris. Ensuite, une aide de 10 000 euros sur la maîtrise d'œuvre de conception. Et puis ensuite des aides aux travaux. Et aussi une aide sur l'AMO. Donc, on ne peut pas cumuler plusieurs aides au DTG, mais on peut cumuler des aides sur chacune des étapes. ouais. Voilà, merci beaucoup Raphaël pour cette Avec plaisir. présentation et